C'est un séisme dont l'épicentre se situe à Washington, mais dont les ondes de choc font trembler les marchés de l'énergie de Pékin et Moscou. Mercredi, le ministre américain de l'énergie a franchi un Rubicon géopolitique. Les États-Unis prennent officiellement le contrôle indéfini de la commercialisation du pétrole vénézuélien. Ce n'est plus seulement une sanction, c'est une mise sous tutelle énergétique sans précédent. Le plan est immédiat. 30 à 50 millions de barils vont être injectés sur le marché. Mais le détail qui change tout se trouve dans le coffre-fort. Chaque dollar généré par ces ventes sera placé sur des comptes supervisés par le Trésor américain. En clair, l'administration Trump vient de confisquer le portefeuille de Caracas pour dicter son propre agenda politique. Ce soir, nous posons la question qui fâche. En prenant le contrôle direct de l'or vénézuélien, Washington a-t-il instauré un nouveau protectorat énergétique mondial? Élément de réponse à suivre dans un instant. Et puis, toujours dans le cadre de cette émission, une autre question que nous ressortons d'entrée. Le Burkina Faso a-t-il frôlé le chaos le 3 janvier dernier? C'est en tout cas ce qu'affirme avec gravité le ministre de la Sécurité. Madou Sana, en image, le scénario décrit est digne d'un film d'espionnage. Un projet d'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, la neutralisation de bases de drones et une intervention militaire étrangère coordonnée. Mais au cœur de ce séisme politique, un nom revient avec insistance. Celui de Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien dirigeant de la transition, aujourd'hui exilé au Togo, est désigné comme le cerveau de cette tentative de déstabilisation massive. Alors que les enquêtes se poursuivent et que les interpellations se multiplient, une question brûlante s'impose désormais au sommet de l'État. Ibrahim Traoré doit-il officiellement exiger l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Les principaux axes du débat à suivre dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fario Média Africa. Content, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité, deux principales thématiques, dont la principale ce soir. Revenant bien sûr sur cette tentative de déstabilisation du côté du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré doit-il exiger l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? La question revient avec insistance puisqu'elle pose aujourd'hui un véritable dilemme diplomatique. Demander l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est mettre la pression sur le Togo du président du Conseil des ministres Faure Gnassingbé. Ouagadougou est-il prêt à risquer une crise diplomatique régionale pour obtenir ce jugement? Peut-on parler de rigueur de la loi si le principal accusé reste hors de portée de la justice burkinabé? Ramener Damiba sur le sol national pour un procès est-il un facteur de stabilité ou une source potentielle de nouvelles tensions au sein de l'armée? Voilà autant de questions que nous allons d'ailleurs nous poser dans quelques instants, aux côtés d'autres axes majeurs au cœur de ce débat. Le pétrole vénézuélien comme arme politique, jusqu'où peut aller l'administration américaine dans l'utilisation des ressources d'un État tierce pour forcer un changement de régime? Comment la Chine et la Fédération de Russie, alliés historiques et créanciers d'ailleurs de Caracas, vont-elles réagir face à ce qu'elles considèrent déjà comme un hold-up diplomatique? Est-ce une manœuvre pour stabiliser les prix à la pompe pour les consommateurs américains ou le début d'une fracture irrémédiable dans le marché énergétique mondial? Voilà autant de questions que nous mettons sur la table de nos échanges dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Pour en parler, on démarre avec ceux qui sont le plus géographiquement proches de moi. Le docteur Sango nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci à vous, docteur Sango. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Nguéné. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec le même plaisir que nous sommes là ce soir dans le cadre de cette émission, Le Point sur l'actualité. Je vais dire bonsoir tour à tour à mes co-discutants, le frère docteur Essoussé, que vous allez certainement présenter. Permettez-moi de trahir les secrets. Vous avez déjà trahi. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec lui. Et le grand frère qui est de l'autre côté, qui est éloigné géographiquement de nous, mais plus près, n'est-ce pas, de nous dans les cœurs et dans les pensées.
J'ai envie de dire, n'est-ce pas, le docteur Nabaloum, avec qui nous avons passé cette émission. Donc, nous sommes là pour essayer d'apporter des esquisses de réponse à ces problématiques que vous avez décidé de mettre sur la table de l'analyse. Merci. Merci à vous, docteur Sango. À vos côtés sur le plateau, en présentiel, le docteur Essoussé est également avec nous. Bonsoir, doc. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné, monsieur le DT. Il faut aussi le dire aux auditeurs que nous sommes avec monsieur le directeur de la télévision for you. Bonsoir très particulier à mon frère et ami Dr Sango qui ne trahit aucun secret. Vous savez que dans le coaching moderne, il y a des pères que lorsque vous voyez, vous savez que forcément, il sera accompagné en attaque de tel ou en défense. Il y a des pères, au fait, qui donnent, quoi. Ouais. Et c'est le coaching moderne. Si on parle de Mbemo de nos jours, on verra Namasso, naturellement. Si on parle de tel, on verra tel. Alors, je voudrais aussi saluer de façon officielle, on s'est déjà salué en bac, notre aîné Nabaloum, et lui témoigner tout, n'est-ce pas, ce que la fraternité que nous ressentons pour lui. Nous voulons ici adresser, n'est-ce pas, notre grande compassion à notre DM qui, on me l'a dit, qui ne se sent pas bien, a quelques problèmes de nerfs, à force de trop chercher, à force de travailler, afin de combattre, n'est-ce pas, l'impérialisme. Vous voyez, parfois, le corps nous joue des sales tours. On se croit dans la tête être en forme que le corps répond négativement. Donc, nous voulons lui témoigner, n'est-ce pas, toute notre affection et lui dire que les ancêtres africains sont avec elle et les dieux de l'Afrique sont avec elle. Nous ne manquerons pas de l'élever, n'est-ce pas, en présence de notre Seigneur. Nous voulons aussi naturellement saluer monsieur le PDG qui a eu la majestueuse idée de mettre sur pied un média comme celui-ci pour tordre le cou, n'est-ce pas, au plan audit, n'est-ce pas, des malfaiteurs occidentaux et impérialistes. Nous ne manquerons pas. J'ai mon ami, le petit frère, l'autre petit Sango, qui est notre habilleur de Ndokoti, qui m'a encore fait signe aujourd'hui que je vous suis, je suis avec vous, et je lui ai dit d'accord, on va te saluer. Ce soir, il m'a dit, il faut dire à monsieur Nguéné que bientôt j'arrive lui donner ma bonne année. Donc j'ai été jaloux et je lui ai dit mais comment c'est monsieur Nguéné et pourtant nous sommes là. Monsieur Nguéné nous interroge. Il dit c'est monsieur Nguéné qui vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de vous exprimer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. La vie est ainsi faite. Je prends les téléspectateurs à témoin, n'est-ce pas, de cette injustice. Mon frère, docteur Sango et moi, nous sommes là, on habille monsieur Nguéné. Donc, il m'a rassuré qu'il sera là dans les prochains jours. Il viendra voir peut-être, vous aurez donc l'occasion de connaître Sango de Ndokoti, du marché Moncam. Et nous voulons saluer tout notre panel, n'est-ce pas, de téléauditeurs, les plateformes numériques, n'est-ce pas, en présentiel et tout ce qui va avec, tous les fan clubs qui sont, n'est-ce pas, à l'honneur. Nous voulons vous adresser notre bonne et chaleureuse année 2026. Merci à vous, docteur Essoussé. À vos côtés, messieurs, Nabaloum Abdoulaye, vous êtes également avec nous depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Ça tombe bien puisque nous allons nous interroger sur la démarche que les autorités de votre pays doivent adopter désormais. Que l'auteur de ce coup d'État est démasqué, Polaris Sandaogo Damiba. Faut-il exiger son extradition? Voilà la question que nous allons d'ailleurs nous poser dans quelques instants, mais bien avant, nos civilités. Nabaloum Abdoulaye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le frère Nguéné. Bonsoir également à mes co-panélistes, Dr Sango, Dr Essoussé.
C'est un honneur et un plaisir de toujours partager les réflexions communes pour le combat de la libération, le combat de l'indépendance de l'Afrique, le combat de la souveraineté. Permettez-moi également d'adresser mes civilités à l'ensemble de l'équipe de For You Media, la direction générale de For You Media, vraiment pour le travail qui est abattu. Félicitations, bon courage et beaucoup de détermination parce que la lutte continue et nous serons toujours de vos côtés. Également, permettez-moi d'adresser mes civilités à toute la galaxie panafricaine, aux peuples africains qui se battent pour l'indépendance, la souveraineté. Aussi, on est dans un moment de la messe du football africain. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. C'est vrai que l'équipe du Burkina Faso a fait un derby fort avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'occasion de témoigner ou en tout cas de remercier toutes les synergies d'action entre les deux peuples dont on craignait qu'il y aurait eu des mouvements, mais fort heureusement, l'esprit panafricain, l'esprit du football a triomphé sur les questions politiques. Et c'est en cela que je salue la grandeur d'esprit des peuples et ça témoigne à combien fort les peuples n'ont pas de problème entre eux, c'est bien les dirigeants souvent qui, au regard des intérêts partisans, personnels, individuels, engagent souvent des circonstances ou des situations pouvant mettre en péril et en difficulté ces populations-là. Encore merci à vous pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci Nabaloum pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le président de la CAMPAO, la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Alors parlons de cette décision historique qui redessine aujourd'hui la carte énergétique mondiale. Le ministère américain de l'énergie a annoncé hier mercredi qu'il assurerait désormais la commercialisation internationale du brut vénézuélien. Ce plan qui prévoit la mise en vente immédiate de 30 à 50 millions de barils place les revenus sous contrôle américain direct dans les comptes bancaires supervisés par le Trésor américain. En utilisant le pétrole comme levier politique brutal, l'administration Trump entend donc dicter les changements à Caracas tout en stabilisant les marchés mondiaux au risque de provoquer une fracture majeure avec les alliés traditionnels du Venezuela que sont la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Nous faisons le point dans cet élément. Comme un grondement avant la tempête, un message serait venu de Washington. Selon 3 sources proches du dossier, la Maison-Blanche aurait averti la dirigeante par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, que son gouvernement devrait d'abord satisfaire aux exigences américaines avant d'obtenir le feu vert pour accroître sa production pétrolière. Premièrement, le pays doit chasser la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba et rompre ses liens économiques, selon les sources. Deuxièmement, le Venezuela doit accepter un partenariat exclusif avec les États-Unis pour la production du pétrole et privilégier les États-Unis lors de la vente du pétrole brut lourd, ont-elles ajouté. Dans ce bras de fer, l'or noir devient la monnaie d'échange. Les autorités vénézuéliennes s'apprêtent à transférer aux États-Unis d'importants volumes de pétrole, tandis que le contrôle des recettes sera directement assuré par le président américain Donald Trump. À l'en croire, le pétrole sera acheminé vers les États-Unis par des pétroliers de stockage et déchargé directement dans des ports américains sous étroite supervision. Je suis ravi d'annoncer que les autorités vénézuéliennes par intérim remettront aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sanctionnés de haute qualité. Ce pétrole sera vendu au prix du marché et ces fonds seront contrôlés par moi en tant que président des États-Unis afin de s'assurer qu'ils seront utilisés au profit des peuples vénézuéliens et américains. À Pékin, la réaction ne s'est pas fait attendre. La Chine a condamné avec la plus grande fermeté la volonté de Washington de contraindre le Venezuela à accorder aux États-Unis un accès exclusif à ses réserves pétrolières. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rappelé que le Venezuela est un État souverain, jouissant d'un droit plein et entier sur ses ressources naturelles. L'opération militaire flagrante des États-Unis contre le Venezuela et leur revendication de l'Amérique d'abord concernant l'utilisation par le Venezuela de ses propres ressources pétrolières constitue une manifestation typique d'intimidation, une violation grave du droit international, une atteinte flagrante à la souveraineté du Venezuela et aux droits du peuple vénézuélien. Dans l'ombre de ces manœuvres, la tension monte d'un cran.
L'administration de la Maison-Blanche aurait proféré des menaces d'assassinat ou d'enlèvement à l'encontre du vice-président vénézuélien chargé de la sécurité citoyenne, également ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix. C'est ce que rapporte l'une des agences américaines, décrivant un climat où la pression politique bascule dangereusement dans l'intimidation pure et simple. L'administration Trump a averti l'intransigeant ministre vénézuélien de l'Intérieur qu'il pourrait se retrouver en tête de la liste des cibles s'il n'aidait pas la présidente par intérim Delcy Rodriguez à satisfaire les exigences américaines et maintenir l'ordre après le renversement de Nicolás Maduro, ont rapporté 3 personnes au fait de la situation. Sur le terrain, le pays est en deuil. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété 7 jours de deuil national en hommage aux militaires tués lors des frappes américaines menées dans le cadre d'une opération visant à capturer le chef de l'État déchu, Nicolás Maduro, et de son épouse le 3 janvier dernier. Il n'y a pas de guerre ici parce que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes un peuple et un pays pacifique qui avons été agressés et attaqués. Nous poursuivons donc sur cette voie. Tout le peuple vénézuélien dans l'unité nationale, allons-y, restons forts. Et surtout, continuons à œuvrer pour notre avenir et défendons notre histoire et notre dignité. Dans les rues de Caracas, la colère et la solidarité se sont muées en mobilisation. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour afficher leur soutien au gouvernement et exiger la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Un mouvement massif qui témoigne de la détermination du peuple à faire entendre sa voix envers et contre tout. Ici, nous sommes toutes des femmes qui appellent à la libération de Cilia Flores et de Nicolás Maduro. Notre président est notre première dame, notre première combattante, la leader absolue de toutes les femmes vénézuéliennes. Nicolás, nous connaissons ta force en tant qu'homme, ton engagement et ton dévouement envers le peuple. Nous sommes ici et nous resterons ici. Nous ne quitterons pas la rue tant que tu ne seras pas revenu indemne. Nous t'attendons ici. Notre pays est actuellement assiégé. Dans ce pays de femmes combattantes, de femmes afro-vénézuéliennes, nous avons besoin du retour urgent de notre président et de notre première combattante pour poursuivre notre révolution et notre plan national. Des salons feutrés de la diplomatie aux rues en ébullition de Caracas, la crise vénézuélienne s'enfonce dans une spirale dangereuse. Dans ce jeu à somme nulle, la moindre concession pourrait faire sauter les verrous ou au contraire mettre le feu à la poudrière. Alors, l'administration américaine qui déclare que les décisions du gouvernement intérimaire du Venezuela seront dictées par les États-Unis, alors que Washington a saisi, on le rappelle, 2 pétroliers et a annoncé son intention de contrôler toutes les ventes de pétrole du pays à la suite justement de la capture du président Nicolás Maduro. Le secrétaire de presse Caroline Leavitt a déclaré que l'administration Trump avait un maximum d'influence sur les autorités vénézuéliennes après l'opération militaire de samedi dernier à Caracas qui a permis donc de s'emparer de Nicolás Maduro. Nous resterons en étroite coordination avec les autorités intérimaires et leurs décisions continueront d'être dictée par les États-Unis, a-t-elle lâché face à la presse. On rappelle que hier, mercredi, les forces américaines ont saisi la Marinera, anciennement connue sous le nom de Bella 1 dans l'Atlantique Nord, après une poursuite de plusieurs semaines, notamment dans la mer des Caraïbes. Les 2 navires étaient accusés de transporter du brut vénézuélien sanctionné. Alors, dans la foulée, Washington annonce, docteur Essoussé, la prise de contrôle de la vente du brut vénézuélien sur le marché international. La question à laquelle forcément tout le monde s'attend est celle de savoir jusqu'où ira l'administration Trump dans cette volonté aujourd'hui à vouloir bien évidemment utiliser les ressources d'un pays tierce, d'un pays souverain comme le Venezuela pour forcer un changement de régime. L'administration Trump ira jusqu'au bout de ses intentions. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi précisément? L'intention de M. Trump, c'est de redonner aux États-Unis toutes ces lettres de grandeur. C'était là le programme politique. Cela implique faire main basse sur toutes les ressources stratégiques du pays. Sur ce plateau, nous étions dans une émission avec mon frère Sango. On parlait de l'élection de Trump qui, d'un côté, est un bien parce que ça permet aux gens, ça permettait de se libérer de par, n'est-ce pas, son programme de campagne. Mais nous relevons aussi à ce temps-là que c'était l'homme le plus dangereux que les États-Unis n'aient jamais eu. Son programme de campagne, c'était
les États-Unis d'abord. Oui. Redonner aux États-Unis les lettres de... Juste que nous avions été embarqués par un vent, comme quoi il était pour la fracture des deep states et pour l'ouverture d'un monde multipolaire. Mais plus tard, nous avions dit que c'était un piège. Parce que nous savons que les États-Unis, sur le plan économique, aujourd'hui, est à terre face à la Chine. Nous savions que les États-Unis, sur le plan militaire, est aujourd'hui à terre face à la Russie. Qu'est-ce qui reste aux États-Unis? C'était naturellement le dollar. Mais nous connaissons la chute que le dollar subit. Parce que le phénomène ou alors le concept de pétrodollar qui a été mis sur pied, je crois, en 73 ou en 76, un truc comme ça, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'était un accord qui permettait à ce que la seule monnaie qui passe dans la vente du pétrole dans le monde soit le dollar. Vous savez, le dollar était la seule monnaie internationale avec laquelle on pouvait acheter, on pouvait vendre sur le marché international. Mais beaucoup de monnaies ont émergé et le dollar n'est plus la seule monnaie qui passe. Beaucoup de bourses de valeurs, n'est-ce pas, ont émergé et le dollar ou alors la bourse de valeurs américaine n'est plus la seule. Alors, ce qui restait au dollar, c'était le pétrole. Et vous savez le problème qu'on a aujourd'hui dans les réserves pétrolières américaines. Et on parle donc de la plus grosse réserve du monde, 303 milliards de barils de pétrole. Mon frère, qui ne panique pas quand il suit cela? 303 milliards de barils de pétrole. Le Venezuela. On se rend donc compte que les plus gros clients, ou alors les clients prioritaires du Venezuela, c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est l'Arabie Saoudite, sauf les États-Unis d'Amérique. Et ce pétrole est déjà vendu dans d'autres monnaies autres que le dollar. Qu'est-ce qui reste à M. Trump? Ce qui reste à M. Trump, c'est la folie totale. Et comme M. Trump, c'est le meilleur fou qui puisse exister, ne l'oubliez pas, je l'ai souvent dit ici, mon frère politologue est en face de moi. Le seul pays au monde où, de par les mécanismes politiques ésotériques, on peut vous dire qu'il sera président en 30 ans, c'est les États-Unis. C'est le seul pays au monde où on peut vous dire avec exactitude qu'il sera président dans 50 ans, dans 30 ans. Et pour accomplir cette sale besoin, M. Trump a commencé à régner les institutions internationales. Qui dit régner les institutions internationales, vous allez comprendre le jeu qui était bien huilé. Qui dit régner les institutions internationales veut dire régner le droit international. On se rend aujourd'hui compte qu'on n'a plus le droit international, mais on a le droit des vainqueurs de la guerre. On a le droit des plus forts. Regardez bien M. Trump, quand il arrive, il réunit certaines institutions, il sort les États-Unis de certaines institutions. Aujourd'hui même, on parle d'une trentaine des institutions que M. Trump ne reconnaît plus. M. Trump vous dit carrément que ça ne vaut pas la peine pour les États-Unis d'adhérer à certaines institutions, que ce soit les institutions qui ne soient pas, n'est-ce pas, les institutions de Bretton Woods ou les institutions de Bretton Woods. Encore, vous avez vu la sortie, n'est-ce pas, de l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Vous avez vu avec quel mépris, n'est-ce pas, il a parlé, avec quel mépris, n'est-ce pas, il a qualifié l'ONU. Parce qu'il sait que reconnaître cela veut dire reconnaître le droit international. Alors, en avant-première, il fallait régner ces institutions pour dire le droit international, nous ne connaissons plus. Parce que ce que M. Trump fait n'est rien d'autre que de la pure folie. Ce n'est doté d'aucun bon sens. Ce n'est doté d'aucune règle, n'est-ce pas, de morale. Il dit c'est de la pure folie. Vous faites ce que vous avez fait à travers le monde, ou même en interne. Vos prédécesseurs sont dépassés, mais regardez les messages, vous allez jusqu'à... Mais là, on a l'impression qu'il appuie là où il faut, quand il parle justement de s'emparer de cette façon du brut vénézuélien et de le mettre sur le marché international. Tous les revenus issus, bien sûr, de cette vente seront gérés par le Trésor américain, et ce pour le bien du peuple vénézuélien et du peuple américain. On est dans une guerre hybride. Ça passe aussi par la communication.
Oui. Il a fait une communication dernièrement où il disait que la Russie elle-même n'était pas même capable, n'est-ce pas, n'a pas pu gérer leur opération ou n'a pas pu contenir leur opération. Heureusement que la Russie a rapidement, le ministre de l'Intérieur russe a rapidement réagi pour dire que arrêtez vos bêtises, la Russie ni Dada ni Dev. Mais si vous voulez que la Russie s'implique, rassurez-vous, nous allons nous impliquer. Donc, il y a une guerre de la communication. Mais le plus important, lorsque les États-Unis ont mené cette opération, ils savaient que c'était l'assaut final. Ils savaient que de par cette opération, ils devaient, puisque j'étais de ceux ici sur ce plateau qui avions dit qu'il y avait trop de complicité en interne. Aujourd'hui, ce n'est plus, c'est une information avérée aujourd'hui. Et on est en train de voir non seulement les relèves de fonctions de certains complices, mais aussi les poursuites, n'est-ce pas, judiciaires de ces complices aujourd'hui avérés, n'est-ce pas? Mais pour les États-Unis, ils savaient que ça devait être facile, mais la chose est en train de se compliquer plutôt. Parce qu'avec la montée de Delcy Rodriguez, on se rend compte que c'est Maduro 2 fois. Parce qu'elle est ferme, elle a des personnes qui l'accompagnent et aujourd'hui, ça devient compliqué. Mais je suis en train de vous dire est-elle vraiment capable de faire face à cette folie? Elle est déjà en train de faire face puisque c'est la guerre. Elle reçoit des menaces. Oui, mais c'est communication contre communication. Sur le plan militaire, vous savez qu'ils ont activé parce qu'ils ont dit en interne que beaucoup de leurs signaux militaires n'étaient pas activés. Et les États-Unis ont bénéficié de cela parce qu'avec les complicités en interne où le directeur du renseignement, le patron du renseignement est accusé, le ministre de la Défense est accusé et un certain nombre de personnes bien placées qui pouvaient, n'est-ce pas, sonner l'alerte pour activer parce que, rassurez-vous, c'est vrai, le Venezuela ne représente rien par rapport à la puissance militaire américaine. Mais je suis de ceux qui vous ont toujours dit que sur le plan, n'est-ce pas, militaire, même quand vous êtes supérieur à quelqu'un aussi facilement comme ça, sans résistance, ce ne sera pas facile. Alors, aujourd'hui, tout est activé et ils ont déjà dit qu'ils attendent et ils savent que les prochaines attaques seront là. Mais vous savez que le tout aujourd'hui, c'est que il y a des embarcations qui étaient prêtes à être livrées et vous l'avez bien évoqué, il y a 2 aujourd'hui qui sont pris en otage par des navires, nous en parlerons, certains qui battent pavillon. Effectivement. Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous dire que ce n'est pas facile déjà. Et elle, Delcy Rodriguez, est en train de prendre toutes les mesures militaires, stratégiques qui s'imposent pour permettre, n'est-ce pas, de contenir, n'est-ce pas, l'impérialisme sauvage américain. Ça, il faut le dire. Et je vous dis, puisque la question fondamentale, c'est de savoir jusqu'où ira M. Trump, parce que les États-Unis n'ont aucun choix où ils sont là, que de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train, même si c'est qui est au pouvoir, il allait le faire parce qu'il s'agit de l'honneur. Et quand vous voyez, n'est-ce pas, un État comme les États-Unis arriver à des pratiques non orthodoxes, des pratiques, n'est-ce pas, folles, comme celle-là, dotées, n'est-ce pas, de tout mauvais sens, il faut dire que les États-Unis sont à plat. Parce que les États-Unis ont plusieurs leviers qu'ils utilisent souvent. Quand ils arrivent à passer, ça veut dire que pour le moment, et vous savez que, pour sortir effectivement, je ne suis pas là, tous les grands chercheurs, même américains, avaient prédit, n'est-ce pas, cette situation que les États-Unis, n'est-ce pas, de la descente aux enfers des États-Unis. Et je dirais, ils iront jusqu'au bout, et c'est ce jusqu'au boutisme-là qui entraînera une escalade militaire. Nous sommes proches. Alors, faut-il réellement craindre cette escalade militaire, d'autant plus que les États-Unis ont annoncé avoir saisi le Marinera, anciennement connu bien sûr sous le nom de Bella 1 dans l'Atlantique Nord, après des poursuites de plusieurs semaines, et le Sofia dans la mer des Caraïbes. Les 2 navires étaient accusés notamment de transporter du brut vénézuélien sanctionné. La Russie a réagi et évoque un risque d'escalade. Nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. L'incident n'est pas resté indifférent, n'a pas laissé Moscou indifférent. Bien au contraire, la Russie a réagi il y a quelques minutes seulement par le biais du ministère russe des Affaires étrangères. Et la Russie dénonce un risque d'escalade totale. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais pour l'instant, l'angle précis abordé, Dr Sango, concerne justement la mise en vente annoncée par l'administration Trump du brut vénézuélien. On parle de 30 à 50
50 millions de barils qui sont évoqués et qui seront d'ailleurs commercialisés immédiatement, les recettes étant conservées sur des comptes contrôlés par les États-Unis dans les banques internationales. Alors, en prenant le contrôle direct de l'or noir vénézuélien, les États-Unis sont-ils en train d'instaurer un nouveau protectorat énergétique mondial, Dr Sango? Oui, absolument. Ils n'ont presque pas le choix parce que c'est une guerre presque existentielle pour les États-Unis aujourd'hui, du point de vue, n'est-ce pas, de leur situation économique. Oui. Les États-Unis sont aujourd'hui dans une sorte de dégénérescence économique qui ne dit pas son nom. Et lorsqu'on voit les communiqués qui, n'est-ce pas, fleurissent aujourd'hui sur la scène internationale, on comprend bel et bien que l'objectif n'était pas le narcoterrorisme. Au début, Trump disait qu'il a fait cela parce que Maduro était un narcoterroriste. Maintenant, vous voyez les communiqués qui suivent là maintenant. C'est des communiqués qui mettent l'accent sur la commercialisation du pétrole sur le marché international. Ça donne raison à ceux qui ont toujours vu cette opération militaire. Vos consultants de ce plateau qui vous ont toujours dit qu'en réalité, le narcoterrorisme n'était qu'un alibi. Les vraies raisons étaient des raisons énergétiques liées au pétrole. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que l'architecture, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, l'illusion de la superpuissance américaine. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous parlez d'illusion. Oui, vous alors allez comprendre. Nous, on la vit, cette superpuissance, on l'expérimente. Dr Sango. Vous allez comprendre pourquoi je parle de l'illusion de la superpuissance américaine. Mais d'autres politologues ont même parlé de l'impuissance de la superpuissance. Par l'impuissance. D'accord? Alors que nous vivons sa puissance sur la scène internationale, Dr Sango. Allez-y, nous vous écoutons. Et nous sommes là pour décrypter la scène internationale. Allez-y, Dr Sango. J'étais donc disais-je que ce qui se présente sur la scène internationale comme étant l'illusion de la superpuissance. L'illusion de la superpuissance, pourquoi? Parce que la puissance américaine s'est construite, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, une architecture bien fondée, construite par les États-Unis, fondée sur le dollar. C'est-à-dire, les États-Unis n'ont rien en termes de richesse. Les États-Unis n'ont pas les moyens aussi sophistiqués qu'on le croit, mais ils ont construit une architecture internationale dans leurs relations bilatérales et principalement avec les pays producteurs du pétrole. Quelle est cette architecture? C'est une architecture qui voudrait que les États-Unis, n'est-ce pas, signent des accords avec ces pays, n'est-ce pas, producteurs de pétrole pour que le pétrole venant de ces pays producteurs de pétrole soit commercialisé exclusivement avec le dollar. Ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est le dollar. Or, le dollar n'est-ce pas, adossé sur presque rien. Le dollar, c'est un papier. Le dollar, c'est ce papier qui travaille sur le plan international et qui ramène la richesse à l'intérieur des États-Unis. C'est de ça qu'il est question. Tous ces pays producteurs du pétrole, que ce soit l'Iran, que ce soit le Venezuela, que ce soit certains pays africains aujourd'hui ont signé ces accords-là, que le pétrole doit être commercialisé avec le dollar. Or, au fur et à mesure que les années passaient, le contexte changeait et certains pays, n'est-ce pas, s'affranchissaient déjà au fur et à mesure de cet accord-là. C'est ce qui a valu la vie, par exemple, au président irakien. Le président irakien était déjà en train de sortir de ces accords, menaçait de sortir de cet accord. Les États-Unis ont fait ce qu'ils ont fait là. Vous voyez que Donald Trump et ses docteurs qui disaient que même si c'est n'importe quel président qui serait aujourd'hui à la tête des États-Unis, se comporterait de la même façon que Donald Trump. Donc on avait exécuté le président irakien parce qu'il menaçait de sortir de cet accord-là. C'est ça que la question. C'est la même chose avec le Venezuela. Le discours que le Venezuela tenait ces derniers temps, bref, depuis que le défunt président commandant Hugo Chavez est arrivé à la tête, n'est-ce pas, de ce pays-là, et qui a pris la souveraineté des États du Venezuela et a mis ça, n'est-ce pas, en avant-garde, ce pays-là travaillait désormais pour se déconnecter de cette oppression américaine dans la commercialisation de leur pétrole. C'est pour cela que Donald Trump, voyant cet enjeu-là, a précipité les choses. Parce que lorsqu'on parle du pétrole sur le plan international, le Venezuela est le premier pays producteur.
Même les États arabiques là viennent après le Venezuela. Et le Venezuela est un pays d'Amérique latine, c'est-à-dire c'est un pays voisin des États-Unis. Dans la mentalité américaine, tous les pays, n'est-ce pas, d'Amérique latine doivent être sous le joug des États-Unis. Que ce soit le Mexique, que ce soit le Venezuela et bien d'autres encore, le Brésil, etc. Dans la mentalité de la puissance américaine, c'est que c'est des pays qu'ils peuvent annexer à n'importe quel moment. Oui. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Certains pays ne sont plus prêts à accepter que le dollar soit la référence internationale. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la configuration des rapports de force, avec la montée en puissance des nouveaux pôles, tels que les BRICS aujourd'hui, qui travaillent, n'est-ce pas, fondamentalement sur la dédollarisation de l'économie mondiale. Donc, l'une des erreurs, ou je peux encore dire que l'une des choses qui a soulevé l'ire, c'est-à-dire la colère des États-Unis, c'est que les partenaires vénézuéliens privilégiés dans la commercialisation de ces pétroles-là n'étaient plus les États-Unis. Le Venezuela a diversifié ses partenariats. Et ces partenariats-là n'étaient rien d'autre que l'Iran, et les a cités, l'Iran, la Russie, la Chine, bref, les pays qui entendent, n'est-ce pas ici, jouer un contrepoids sur le plan international face à la montée de l'hégémonie américaine. Donc vous comprenez donc que lorsque je parle de l'impuissance, de l'illusion de la puissance en réalité, c'est justement parce que les États-Unis, n'est-ce pas, ont bâti leur puissance sur ce papier qui est le dollar, mais qui ne représente en principe rien. Parce que si les États souverains aujourd'hui décident de ne plus utiliser le dollar dans leur échange international, ce qui est normal et ce qui relève de leurs droits, les États-Unis chutent radicalement. Quelle est donc cette puissance que vous pouvez appeler puissance, qui ne peut pas survivre, n'est-ce pas, à un processus de dédollarisation. De dédollarisation, par exemple. Donc, en réalité, nous sommes dans ce chemin-là. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de vivre le retour, n'est-ce pas, des pétrodollars que nous avons vécu dans les années 73. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donald Trump a envie, n'est-ce pas, de reconfigurer les rapports internationaux sur le plan, n'est-ce pas, du pétrole dans l'optique de mettre l'hégémonie américaine au premier plan. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais je pense que les contextes sont un peu différents aujourd'hui. Pour sortir, Dr. Sambou, justement. Le Venezuela, n'est-ce pas, sorte de cette oppression que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui, il faudrait que les partenaires nouveaux que le Venezuela a privilégiés dans la commercialisation, n'est-ce pas, de son pétrole, lui viennent en secours. C'est de ça qu'il est question. Mais de quelle façon face aux États-Unis? On a l'impression justement que le Venezuela, Caracas, semble abandonné à son sort aujourd'hui face justement à cette agression américaine. C'est ça qui fait mal, Monsieur Nguéné, c'est ça qui fait mal. Donc nous sommes en train de dire que la situation voudrait que ces alliés-là assistent le Venezuela. C'est dans les moments de crise qu'on ressent ses vrais amis. C'est de ça qu'il est question. Il faut que le Venezuela fasse un communiqué. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens disent que c'est le Venezuela qui doit faire le communiqué. Ces pays ne peuvent pas intervenir de manière ex nihilo. Mais je pense que la vice-présidente qui assume l'intérim là aujourd'hui et qui est de plus en plus dynamique, doit faire un communiqué, doit faire un appel pour que la souveraineté du Venezuela soit sauvée, parce que c'est de ça qu'il est question. On voit comment Donald Trump a violé radicalement toutes les normes internationales, toute l'architecture internationale. Le droit international a été sapé, a été piétiné, a été même enterré. Et on voit que sous l'ère Trump, nous sommes passés, n'est-ce pas, de la règle internationale vers la règle politique. Et la règle politique, c'est une règle qui est commandée généralement par la puissance, par la force. Plus on est puissant, plus on est à même, n'est-ce pas, de passer, n'est-ce pas, ses désirs, n'est-ce pas, sur les plans des autres. Donc moi, je pense que aujourd'hui, il faut que le monde se réveille parce que ce qui arrive au Venezuela peut aussi arriver à tous les autres pays qui produisent le pétrole et qui le commercialisent sur le plan international. Et l'Afrique n'est pas, n'est-ce pas, un cas isolé. L'Afrique qui est majoritairement productrice, n'est-ce pas, du pétrole, doit suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Venezuela. Parce que beaucoup de pays africains n'ont presque pas leur monnaie. Or, le pétrole se vend sur le plan international. Donc, ce qui se passe au Venezuela, et Donald Trump ne cesse de le dire, que c'est un avertissement parce que le Venezuela n'est pas le terminus de son intervention. Alors, Nabaloum Abdoulaye, jusqu'où peut aller Donald Trump dans
ce rapport de force qu'il tente d'imposer aujourd'hui au Venezuela, surtout qu'il tente d'imposer aux nouveaux dirigeants du pays. Là, il brandit l'arme du pétrole brut. Il menace donc qu'il menace, puisque c'est pratiquement comme une injonction qu'il donne aux nouvelles autorités. Vous devez coopérer avec nous, puisque le brut sera désormais vendu par les États-Unis sur le marché international et tous les bénéfices qui en sortiront seront exploités ou du moins seront gardés au niveau du Trésor américain. Alors vers quoi on se dirige aujourd'hui quand vous voyez ce rapport de force que tente d'imposer aujourd'hui l'administration américaine? Alors, je dirais que si on veut aller dans l'ordre de la cohérence et dans la raison des événements et des actions, si on repart sur le fait que le président vénézuélien a été arrêté parce qu'il est narcotrafiquant, et aujourd'hui on n'a même pas entamé véritablement le procès, et que Donald Trump bondit pour s'accaparer du pétrole. Du point de vue cohérence, on est là véritablement dans un déphasage complet quant à ses propos, quant à la réalité ou au dessein de ce qu'il mène comme action. Donc, cette incohérence, non seulement dans les faits, dans les dires et dans les différentes actions, nous projette maintenant sur les clés de lecture et de réflexion possibles. Alors, si le président Maduro n'a pas été arrêté parce qu'il est narcotrafiquant, beaucoup de panélistes, beaucoup d'analystes l'ont clairement dit. Cela annonce, de mon point de vue également, deux choses majeures. La première chose qui est l'effondrement du dollar, et la deuxième chose qui est la perte d'hégémonie, comme on dit, des États-Unis à travers le monde. Et la conséquence de ces deux éléments, c'est l'instigation, trouver les éléments pour organiser la guerre, pour organiser le chaos, dans l'espoir que la guerre et le chaos permettraient aux États-Unis de se relancer sur l'échiquier international au plan économique, au plan diplomatique, au plan géopolitique. Et quand vous regardez effectivement, depuis la guerre en Ukraine, en passant par les événements de Syrie et le bombardement au Nigeria, tout montre à souhait que effectivement, nous sommes face à un chien enragé qui agonise et qui essaye autant que ce qu'il peut attraper. Donc voilà, de mon point de vue, la situation qui caractérise aujourd'hui la situation, je dirais, personnelle de Donald Trump. Malheureusement, il a su embarquer avec lui des chefs de guerre qui épousent sa cause, donc qui nourrit effectivement cette ambition de s'aimer le chaos à travers le monde. Maintenant, si on se focalise sur effectivement le pétrole vénézuélien, alors, il dit qu'il va contrôler le pétrole vénézuélien. Donc, est-ce à dire qu'il va implanter des soldats américains dans ces différentes usines de raffinerie? Comment est-ce qu'il pourra effectivement mettre la main dessus s'il n'exploite pas directement? Ou bien simplement, il va barricader tout le long de la mer pour éviter que les navires ne sortent avec le pétrole. C'est là, de façon pratique, les questions qu'on peut se poser par rapport à ce monopole qu'il veut instituer. Comment est-ce qu'il pourra asseoir ce monopole-là? Donc, ce qui nous trace directement vers une situation de chaos éventuel pour le Venezuela, parce que en voulant soit directement exploiter ou en tout cas mettre la main de façon directe sur l'exploitation, il va rencontrer le pouvoir Maduro, parce que l'un des éléments qu'il a échappé, il a pensé qu'en enlevant simplement Maduro, il aurait la même mise, non seulement sur la gouvernance, mais aussi sur l'économie. Malheureusement,
que le gouvernement et tout le système Maduro étant en place, voilà, il se trouve maintenant face à une contrainte majeure. Comment est-ce que il peut revenir en arrière? C'est là toute la question. Donc aujourd'hui, on craint fort que effectivement le Venezuela ne devienne comme la Libye, le Venezuela ne devienne comme l'Afghanistan, comme l'Irak. En tout cas, tous les signaux sont au vert pour montrer que au-delà de l'enlèvement, il y a des signes sombres sur effectivement la gestion de ce pays. Donc, pour ce qui concerne le pétrole, pour moi, il y a des éléments techniques très difficiles à mettre en œuvre, à moins de se dresser en bandit qui braque les navires partout, comme ça se passe aujourd'hui. On peut dire effectivement que c'est le seul moyen aujourd'hui dont il dispose pour pouvoir contrôler effectivement l'ensemble du pétrole qui sort du Venezuela. Maintenant, est-ce que face à cette situation, les autres pays, les autres nations vont regarder le laisser-faire? C'est là toute la grande question. Parce que, comme il a été bien dit sur le plateau ce soir, le Venezuela, c'est quand même l'un des grands producteurs qui approvisionnent les grandes nations comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie et surtout l'Afrique. Donc, on peut tenter de croire que la stratégie de Donald Trump, d'un point de vue économique et géopolitique, c'est de couper les sources d'approvisionnement dans l'espoir de pouvoir créer des tensions économiques dans ces différentes contrées pour espérer que ça puisse rebalancer sur son économie et éventuellement soutenir encore peut-être quelques jours le dollar. Donc ici, la grande question, c'est comment est-ce que l'ordre des BRICS s'organise, parce que depuis les événements, ça ne se parle pas. J'ai suivi l'intervention de son Excellence Vladimir Poutine sur la question qui lui a été posée concernant pourquoi il n'a pas intervenu. Et lorsque vous écoutez, vous l'écoutez et la cohérence des réponses montre à souhait que il y a un travail qui se fait derrière, ça ne parle pas, mais tout porte à croire que Donald Trump ne pourra pas s'en sortir tel qu'il le souhaite, parce que il est résumé que Donald Trump souhaite vraiment une généralisation de la guerre, créer le chaos à travers le monde dans le seul espoir de pouvoir revenir ou de rebâtir son économie. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. J'espère qu'on aura le temps de dire un mot sur l'AES qui a donc dénoncé cette intervention militaire des États-Unis et a exprimé son soutien au peuple vénézuélien dans un communiqué qui a été rendu public. J'ai eu l'occasion de vous le lire. Mais déjà, nous parlons bien sûr de l'arraisonnement d'un navire russe. La Russie donc qui dénonce un risque d'escalade. L'incident avec le Marinera ne peut qu'entraîner une nouvelle escalade de tensions militaires et politiques dans la région euro-atlantique, ainsi qu'un abaissement manifeste du seuil d'utilisation de la force contre la navigation pacifique, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères. Quelques déclarations clés de cette communication. Le Marinera, qui avait reçu l'autorisation temporaire de battre pavillon russe le 24 décembre dernier, conformément au droit international russe, effectuait un passage inoffensif dans les eaux internationales de l'Atlantique Nord en route vers un port russe. Les États-Unis n'avaient aucun doute quant à l'appartenance du navire, ni aucune raison de spéculer sur cette navigation prétendument sans pavillon. Les États-Unis ont reçu à plusieurs reprises des informations fiables concernant le statut et le pavillon du navire en question. Les menaces de poursuites judiciaires proférées par les États-Unis à l'encontre de l'équipage du Marinera sont catégoriquement inacceptables. La montée à bord du navire civil par les gardes-côtes américains et son arraisonnement constitue une violation des principes et normes fondamentaux du droit maritime international. Washington a appelé à revenir aux normes et principes fondamentaux de la navigation maritime internationale et à cesser immédiatement ces actions illégales contre le Marinera. Moscou réitère son exigence que la partie américaine assure un traitement humain et digne aux citoyens russes à bord du pétrolier
pétroliers et ne fasse pas obstacle à leur retour rapide dans leur pays. Le 7 janvier, les gardes-côtes américains ont arraisonné le navire russe Marinera ex-Bella 1 dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Le secrétaire d'État américain a expliqué l'interception par l'embargo pétrolier imposé au Venezuela. Le Royaume-Uni a aidé les États-Unis, bien sûr, dans cette opération, affirme la défense britannique. Alors, y a-t-il un risque réel d'escalade quand la cible, docteur Essoussé, n'est plus seulement le Venezuela, mais surtout ses partenaires stratégiques comme la Russie ou encore la Chine? Il faut dire que la cible directe ne sont pas les partenaires. La cible directe, c'est déjà le Venezuela, n'est-ce pas? Parce que le Venezuela a le plus fort potentiel pétrolifère dans le monde. Ça, il faut déjà le dire. Outre le Venezuela, la cible, c'est un pays d'Amérique du Sud. Ça, il faut le dire, particulièrement ces pays qui regorgent encore dans leur sous-sol des richesses énormes. Et vous savez que les États-Unis, mon frère Dr Sango parlait d'une illusion, n'est-ce pas? La superpuissance n'est que illusoire, parce que quand on regarde concrètement, il n'y a plus rien. Alors, les États-Unis fondent donc leur force ou alors décident de vouloir redorer leur image, n'est-ce pas, en recontrôlant les territoires d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Il faut dire que c'est difficile parce que ces territoires ont été colonisés par des territoires européens. Il faut beaucoup plus les Portugais et les Espagnols. Non. Alors, ça c'est la cible principale. Maintenant, si on peut en faire une pierre de coups, pourquoi s'en priver? Puisqu'on s'en prend aux pétroliers russes, aux pétroliers battant pavillon russe, ça c'est également un message qu'on envoie. Je vous ai dit, la guerre est hybride, ça c'est la cible principale, mais il faut dire que la cible principale a des relations plus avancées, plus affinitaires et amicales avec, n'est-ce pas, bien d'autres pays qui ne ressortent même pas du continent américain, n'est-ce pas? Et ça gêne, il faut le dire. Encore qu'il faut dire que ces cibles secondaires deviennent des cibles principales, n'est-ce pas, dans la guerre hybride. Pourquoi? Parce que elles ont mis sur pied, il ne faut jamais l'oublier, une organisation aujourd'hui qui bat. Il dit qu'il bat sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan financier, est en train de battre les organisations de Bretton Woods qui ont été instaurées après la Deuxième Guerre mondiale et ont été instaurées par les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, mais notamment par ceux qui ont décidé d'écrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique. Il faut le dire, qui au fond ne sont rien, mais ont bénéficié de cette posture dès la Deuxième Guerre mondiale pour se construire un empire et ils se sont érigés en gendarmes du monde entier. Il faut dire aujourd'hui que la montée de BRICS ne fait pas du bien, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ça, il faut le dire. Encore que ce Venezuela était en train de toquer la porte des BRICS, ça vous le savez aussi. Et naturellement, cette porte était en train d'être ouverte au Venezuela en grande pompe avec des you-you et des danses. Parce que le Venezuela a un grand potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut l'attaquer. Et déjà, le communiqué risque vous le dit. Un navire aussi important comme le Marinera, n'est-ce pas, ne se lève pas d'un bon matin pour commencer, n'est-ce pas, son chemin en mer. Non. Il y a bien ce qu'on appelle un manifeste. Le manifeste qui définit d'où part le navire, d'où va le navire, c'est qu'il fait le nombre de temps, c'est qu'il comporte et tout. Et c'est connu par tous, n'est-ce pas, les exploitants de la côte où passera le navire. Donc, on ne peut donc pas dire que le navire ici, parce que ça a d'abord été une excuse. C'était comme si le navire s'était égaré, comme si le navire n'avait pas une mission bien définie. C'est pour cela qu'il a été arraisonné par les gars de côte américaine. Non. J'ai dit ça. Mais là, il est saisi parce qu'il transporte du brut vénézuélien. Au départ. Et justement, les États-Unis ont placé un embargo sur ce je vous dis, voici le mécanisme. Il est bien huilé. Au départ, les États-Unis nous ont laissé croire que c'est parce que le navire, vraiment, c'était douteux et tout. Et
fin de compte, quand leur forfaiture est mise à nu, ils nous font comprendre donc que c'est parce que le Marinera transporte, n'est-ce pas, le brut vénézuélien pour la Russie, n'est-ce pas? Et ils ne reconnaissent pas, c'est ce qu'ils disent, ils ne reconnaissent pas la Russie comme partenaire du Venezuela parce qu'aujourd'hui, ils s'érigent en président du Venezuela. Donc, le Venezuela est devenu un État des États-Unis ou une ville des États-Unis. Encore qu'il vous l'a dit dans son communiqué qu'ils vont gouverner jusqu'à quand ils vont trouver celui qui répond à tous leurs projets. Alors, aujourd'hui donc, ils prennent un embargo. Ici, c'est voir quoi, c'est la réaction de la Russie. La Russie réagit comment? La Russie réagit, n'est-ce pas, de par les mécanismes diplomatiques que nous impose le droit international en la matière. C'est pour cela qu'ils font ce communiqué pour vous dire, voilà. En parlant d'un risque d'escalade. Je suis en train de vous dire, voilà comment, rappelez-vous une chose, docteur Essoussé. Sur le plan de la communication, le président Poutine, vous l'avez toujours dit. Escalade de tensions militaires et politiques. Le président Poutine a toujours la dit, région euro-atlantique. La Russie n'a aucune envie, n'est-ce pas, de plonger dans des escalades. La Russie a un souci, c'est de rétablir la justice, c'est de rétablir le droit international. La Russie n'attaque pas, mais la Russie réclame et la Russie réagit face aux attaques sur son intégrité nationale. Je dis, la Russie donne dans ce cas, utilise, met en garde et les États-Unis et le monde entier. Et quand la Russie va réagir, ne venez pas en arbitrage nous faire comprendre que vous avez réagi parce que nous sommes en train de vous dire, celui qui est en train de violer, c'est elle. Maintenant, nous attendons, puisque la réalité a déjà intimé l'ordre de libérer le personnel et de libérer le navire. Attendons la réaction. Cela n'est pas fait. Attendons la réaction des États-Unis. Ils ont dit, si cela n'est pas fait, alors ils ne seront pas responsables de cette escalade qui adviendra. Y a-t-il un risque réel d'escalade militaire et politique au regard de la tournure que prennent ces événements, Dr Sango? On était parti sur une cible bien précise qui est le Venezuela ainsi que son pétrole. Là, quand on saisit des pétroliers battant pavillon russe, c'est un message également qu'on envoie aux partenaires de Caracas. Oui, c'est un message que les États-Unis sont en train d'envoyer aux partenaires de Caracas. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien complexifiée, une situation où le Venezuela n'est pas forcément ses partenaires. Ce que j'ai envie de dire, la situation vénézuélienne, du point de vue, n'est-ce pas, de la riposte militaire, du point de vue économique, et comme du point de vue du rapport de force, n'est pas la même, n'est-ce pas, de celle de ses partenaires. On voit qu'aujourd'hui, ce Venezuela avait déjà des partenaires aussi importants, tels que la Russie, tels que l'Iran, tels que la Chine. Et vous savez que sur le plan de la configuration des rapports de force, ce n'est pas n'importe quel pays aujourd'hui. C'est des pays qui sont aujourd'hui en train de menacer les États-Unis. C'est des pays qui ont aujourd'hui pensé même la dégénérescence des États-Unis aujourd'hui. Parce que si les États-Unis se trouvent aujourd'hui à envahir tout un pays pour commercialiser son pétrole, ça veut dire que les États-Unis sont déjà en chute, sont déjà à terre. Je vous ai parlé de l'illusion de la superpuissance. Donc, face à cette situation, ce que vous appelez, n'est-ce pas, l'escalade qui pourrait en venir, moi je pense que c'est des slogans, c'est un mot qui ne peut pas s'opérationnaliser. Est-ce que vous imaginez que les États-Unis peuvent attaquer par exemple la Russie, et comme ils ont attaqué le Venezuela? Est-ce que vous imaginez les États-Unis affronter la Chine comme ils ont affronté le Venezuela aussi facilement? Est-ce que vous imaginez les États-Unis... C'est un scénario que le ministère russe des Affaires étrangères n'écarte pas. Parlant de risque d'escalade militaire et politique. Docteur Essoussé a très bien expliqué le comportement de la Russie sur le plan international. D'accord? La Russie est un pays puissant et la Russie ne cache pas sa puissance. Et la Russie ne menace pas les gens avec sa puissance. La Russie, malgré sa puissance, se conforme au droit international. Le problème de la Russie n'est pas la configuration de la règle internationale. La Russie est en train de vous dire que cette règle internationale, c'est vous qui l'avez édictée. Mais respectons-la telle qu'elle est. Si vous ne la respectez pas et que vous nous attaquez en violant cette règle-là, nous allons riposter. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir la Russie attaquer un pays comme le fait les États-Unis. Les États-Unis sont presque partout dans des guerres. Ils provoquent des guerres partout
à cause, n'est-ce pas, des intérêts, n'est-ce pas, militaires et parfois des intérêts économiques liés au pétrole. Donc la Russie, en réalité, c'est un pays qui entend respecter le droit international, qui entend se défendre lorsqu'il est attaqué. Et je pense que c'est cette règle-là, c'est cette méthodologie qui devait prévaloir sur le plan international. Oui. D'accord? Vous devez travailler de telle sorte que si l'ennemi vous attaque, vous ripostez. Vous ne travaillez pas la puissance pour attaquer, non. Et nous voyons ce comportement avec la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. La Russie a cette capacité d'envahir l'Ukraine comme les États-Unis venaient de le faire avec le Venezuela. Vladimir Poutine pouvait aussi intervenir en Ukraine, capturer, n'est-ce pas, Zelensky et rentrer avec lui en Russie. Mais il ne le fait pas parce qu'il n'a pas cette capacité, mais il ne le fait pas parce qu'il est conscient du droit international. Vous voyez que ce qu'il fait dans cette opération spéciale militaire russo-ukrainienne, ce n'est que la défensive. Il travaille pour que ce que les Occidentaux, n'est-ce pas, pensent à travers cette guerre-là ne se réalise pas. On voit que c'est Vladimir Poutine qui est dans la défensive dans cette guerre-là. Il est attaqué, n'est-ce pas, par les États occidentaux à travers l'Ukraine. Du moins, on va utiliser l'Ukraine pour l'atteindre. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Donald Trump est certes aujourd'hui en train de faire cette guerre-là pour des intérêts existentiels de son pays, mais je pense qu'il ne peut pas faire ça avec tous les pays. Il sait où le faire. C'est pour cela que, et je vais sortir par là, c'est pour cela que nous pensons en tant qu'internationalistes qu'aujourd'hui, ce qui doit prévaloir comme protection sur le plan international, c'est le rapport de force. C'est un message fondamental que les États-Unis sont en train de transmettre dans les relations internationales aujourd'hui. Si vous n'êtes pas fort, on vous attaque et on vous phagocyte, comme on vient de faire le Venezuela. Or, si vous avez la force, avant de vous attaquer, l'autre réfléchit d'abord. Il réfléchit, il calcule. Il sait que s'il vous attaque mal, il va finir, il va périr. Donc, il faut que les pays travaillent dans cette direction, dans la dynamique de construire ce que j'appelle dans mes travaux l'indice de puissance. Cet indice de puissance qui vous permet de dissuader l'ennemi et de vous défendre lorsque vous êtes attaqué. Merci à vous, Dr Sango. Avant de sortir de cette thématique, nous allons prendre le communiqué de la Confédération de l'AES qui a donc réagi, revenant bien sûr sur l'attaque armée des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela avec le concours de la réalisation. On va afficher le communiqué qui a d'ailleurs été paraphé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel a suivi avec une vive préoccupation les informations relatives à une opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela qui a abouti à l'enlèvement illégal du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse. La Confédération des États du Sahel rappelle que l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de notre État est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et constitue un acte d'agression. La Confédération de l'AES, attachée à la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance, condamne fermement cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacré par la Charte des Nations Unies. La Confédération de l'AES dénonce le recours unilatéral à la force, regrette profondément cette violation du droit international, de surcroît par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et constate la fragilisation continue de l'ordre international avec des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. En conséquence, la Confédération des États du Sahel interpelle le Conseil de sécurité assurant la responsabilité principale de la paix et de la sécurité nationale afin qu'il assume pleinement sa mission au regard de la charte en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Petit 2 réaffirme son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect, l'égalité souveraine des États et le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. Petit 3 exprime sa solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression. La Confédération des États du Sahel réitère son attachement
au multilatéralisme et au respect scrupuleux du droit international afin d'assurer la sécurité collective et la paix internationale. Fait à Ouagadougou ce 8 janvier 2026, signé justement par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef d'État, président de la Confédération des États du Sahel. Alors, sans transition, nous allons prendre la deuxième thématique, Nabaloum, et nous allons afficher les codes d'accès juste après vous. Nous irons au standard. Nabaloum, lundi dernier, vous étiez déjà sur ce plateau. On évoquait ensemble cette tentative de déstabilisation et vous étiez également de ceux qui ont exprimé leur stupéfaction, ceux qui avaient l'air ahuris face au silence, bien sûr, des autorités de votre pays. Cette fois, cet officiel, ils ont communiqué justement en revenant sur les détails de cette tentative de déstabilisation. Un nom revient avec insistance aujourd'hui, celui de l'ancien président de la transition, celui qui a été renversé le 30 septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La question que nous ressortons dans le cadre de cette émission est celle de savoir, et le capitaine Ibrahim Traoré, Nabaloum, compte tenu de la gravité de ce qui est reproché à l'ancien président du Faso, doit-il exiger l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, merci pour cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque, effectivement, on a annoncé ce énième coup d'État, beaucoup étaient dubitatifs quant à la réalité des faits. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout le sang-froid, le calme, je dirais la pertinence d'action du gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, et saluer et reconnaître le mérite du travail qui est bien fait. Et comme à l'accoutumée, on laisse toujours effectivement épiloguer et par la suite, on attendait tous cette réaction officielle. Et c'est le ministre de la Sécurité, le ministre Sana, qui a donné le communiqué, qui a donné les détails, les précisions et les contours, effectivement, de cette action dont l'auteur, vous l'avez si bien cité, est Damiba, qui réside depuis le Togo. Alors, il faut dire que après cette annonce, il y a, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux au Burkina Faso, il y a des aveux. Ceux qui ont été épinglés ont effectivement parlé publiquement. Ils ont pris la voix publiquement et ils ont raconté comment ils ont été impliqués et comment ils ont travaillé, en tout cas avec Damiba et avec beaucoup d'acteurs qui étaient dans ce coup d'État. Donc ici, il est clairement établi que c'est une réalité, ce sont des faits, et ce sont des coupables qui se reconnaissent. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils demandent pardon au capitaine Ibrahim Traoré pour le fait qu'ils aient été impliqués et le fait qu'ils aient véritablement mené des actions dans ce sens. Donc, nous saluons aussi les services de renseignement et toutes les personnes qui inlassablement travaillent pour démasquer, travaillent pour éclairer, pour défricher toutes les embûches, pour en tout cas donner de la voix, pour permettre que cette révolution progressiste populaire puisse s'accomplir pour le bonheur des populations, non seulement du Burkina, de l'AES, mais aussi de l'Afrique en entier. Alors, sur la question, est-ce que le président, est-ce qu'il faille demander l'extradition de l'ex-président Damiba? Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes, c'est une réalité. Il appartient aux autorités actuelles, en tout cas, c'est le souhait de beaucoup de Burkinabés qu'il puisse être, il y a très longtemps que beaucoup de personnes réclament qu'il puisse être extradé afin d'être entendu par la justice au Burkina Faso. Et du reste, c'est le silence des autorités togolaises, puisque ce n'est pas la première fois que son nom a été cité, et avec des preuves toujours à l'appui. Le silence aussi des autorités togolaises aussi est à dénoncer de notre part.
Mais ce que je voudrais souligner, peut-être qu'il y a un préalable, peut-être c'est ça qu'on n'arrive pas à nuancer plus. Au moment du coup d'État de Ibrahim Traoré, si vous vous rappelez, il y a eu la possibilité que les deux camps s'affrontent, notamment dans la ville de Ouagadougou. Et pour le départ de Damiba, il y a eu des négociations, notamment le collège des sages ont procédé à des négociations, et c'est ces négociations qui ont abouti à la signature de Damiba pour se décharger des fonctions de chef d'État, et ce qui a permis effectivement que le camp de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, puisse prendre les rênes du pouvoir. Donc, ne connaissant pas peut-être les contenus et les contours de ce qui a concerné ces négociations, c'est peut-être ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il n'a pas encore été, en tout cas pas à ma connaissance, une demande formelle de son extradition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les faits répétés aussi, si on reste dans l'inaction, on risque un jour d'avoir tort de n'avoir pas agi, parce que s'il y a eu entente et qu'il a pu se retrouver en terre togolaise et en toute quiétude, sans être dérangé, si de là-bas il continue toujours d'instiguer ou de tisser des filons, de remettre en cause l'ordre que le peuple a choisi, je pense que légitimement, non seulement le pouvoir doit effectivement demander son extradition afin qu'il puisse être entendu par les autorités du Burkina. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. La question revient avec insistance depuis plusieurs jours. Doit-il être extradé? Paul-Henri Sandaogo Damiba, une fois de plus impliqué dans une tentative de déstabilisation, Dr Sango, lui qui a trouvé exil au Togo depuis le 30 septembre 2022. Oui, le droit international est clair en la matière, Monsieur Nguéné. Aucun État ne doit abriter à son sein des individus qui menacent la sécurité et l'intégrité d'un autre État. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, j'entends de plus en plus les gens dire que cette demande d'extradition va, n'est-ce pas, causer des embrouilles diplomatiques entre le Burkina Faso et le Togo. Je ne pense pas, du point de vue technique lié au droit, je ne pense pas que ça devrait causer des ennuis diplomatiques si on restait seulement sur ce plan normatif-là. Donc aujourd'hui, il s'est avéré, ce n'est plus qu'on suppute que Damiba est devenu un danger pour son pays, pour les institutions de son pays. Ce n'est pas la première tentative que nous sommes en train de voir là. C'est au moins la troisième ou quatrième tentative qu'il est en train de faire. Bref, il s'est déjà positionné comme l'instrument utilisé par des puissances occidentales pour atteindre et briser cette dynamique révolutionnaire qui a pris, n'est-ce pas, son envol au Burkina Faso. C'est de ça qu'il est question. Il est en train de jouer le sale jeu. Et c'est donc du droit des autorités burkinabées aujourd'hui d'utiliser tous les moyens pour le mettre, n'est-ce pas, hors d'état de nuire. D'accord? Et le faire passe indubitablement par son extradition, par son extradition. Donc je pense que du point de vue de la pratique diplomatique, du point de vue internationaliste, le président togolais devrait coopérer avec le président Ibrahim Traoré dans ce sens-là. Parce que si on veut voir la situation sur le prisme du principe de réciprocité, imaginons un seul instant que le Burkina Faso, n'est-ce pas, garde aussi en son sein des individus qui menace aussi le pouvoir togolais. Aussi le pouvoir togolais, par exemple. Vous voyez un peu la situation dans ce sens-là. Donc, je pense que les deux autorités, les deux pays doivent travailler dans ce sens pour neutraliser cet individu-là qui s'est donné pour objectif de torpiller les institutions burkinabé. Ils doivent travailler, utiliser tous les moyens pour que cet individu-là soit neutralisé. On voit qu'à l'intérieur du Burkina Faso encore, même si Damiba n'y est plus, il existe encore des complices de Damiba, c'est-à-dire des personnes hostiles à cette dynamique révolutionnaire qui est en train de porter les fruits dans ce pays-là. Il est donc important que les nouvelles autorités burkinabées identifient, n'est-ce pas, ces individus
qui travaille et qui facilite les puissances occidentales à mettre en mal cette dynamique révolutionnaire. Ils sont nombreux et je pense que c'est les ennemis même les plus redoutables là-bas. D'abord qu'il faut s'en attaquer avant de voir comment toucher Damiba. Damiba n'est qu'une passerelle et au-delà de Damiba, il faut voir les puissances occidentales qui n'ont jamais abdigué. C'est-à-dire aujourd'hui, ces puissances-là réfléchissent jour et nuit comment, n'est-ce pas, briser cette dynamique qui est en train de mettre en mal leurs intérêts dans ce pays-là. Donc, c'est une lutte, n'est-ce pas, interminable. La lutte est loin d'être terminée. Le président Traoré et ses pairs nigériens et maliens doivent comprendre que cette lutte-là reste permanente. Ils doivent, n'est-ce pas, retrousser les manches parce que la lutte sera très longue. Merci à vous. Alors, faut-il risquer ce dilemme diplomatique, docteur Essoussé? D'aucuns estiment que demander l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est mettre la pression sur le pouvoir togolais. Ouagadougou est-il prêt à prendre ce risque diplomatique régional pour obtenir justement ce jugement-là? Si mes souvenirs sont bons, je crois, ou alors si je me trompe, Nabaloum pourra nous clarifier là-dessus. Damiba, au Togo, jouit d'un exil, je crois. Il est exilé au Togo. Oui. D'accord. Depuis 2022. D'accord. C'est un exil. Il s'est exilé pourquoi? Après son renversement. Après son renversement. Oui. D'accord. Il a un statut politique aujourd'hui qui permet d'être au Togo. Oui. Alors, quels sont les motifs pour lesquels il y a eu cette révolution au Burkina qui le renversait? C'était à cause de ses acquaintances, n'est-ce pas? Ses affinités trop étroites, bizarres, suspectes avec le colon, avec l'impérialiste français, n'est-ce pas? Ça, c'est d'un. De deux, je crois qu'il y a eu un mandat. Il y a eu un mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso que le Togo n'a jamais daigné répondre. Mais mon problème n'est ni le Burkina, ni Sandaogo. Mon problème, c'est le Togo. Voilà les gens qui viennent ils venaient de célébrer une histoire là-bas. C'était quoi, des panafricanistes? Il y avait un sommet là, non? Un truc international, africain, des panafricanistes. Je crois que c'était au Togo. Oui. Et ce jour, les Togolais nous ont dit qu'eux, ils sont plus panafricanistes que le panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme? Mon frère, le docteur Sango, est mieux placé pour nous faire une bonne leçon magistrale. Je pense que le temps même de toute cette émission ne suffirait pas. Il nous parlera du panafricanisme parce que c'est un mouvement international. Et c'est un internationaliste. Oui. C'est un mouvement politique. Le panafricanisme n'admet pas depuis la base la trahison. Parce que ce mouvement travaille, n'est-ce pas, la cohésion, la solidarité entre les États frères, les États africains. Parce que dans le mouvement panafricain, nous sommes tous des Africains. Nous ne sommes pas Togolais, nous ne sommes pas Burkinabés, nous ne sommes pas Camerounais, nous sommes Africains. En 2024, la présidence du Faso avait annoncé que les autorités du Burkina et celles du Togo étaient en discussion pour l'extradition de Ils étaient sauf qu'un accord n'a pas encore été trouvé. D'accord, ils étaient en discussion. En discussion, oui. Ils ont les thèmes, les internationaux, en pourparler. Oui, pour parler. Ils étaient en pourparler. Oui. Donc, un homme dangereux, il faut les pourparler pour l'extrader. Mon frère, quand... Même puisqu'il joue d'un statut particulier, c'est un ancien chef d'État, docteur Essoussé. Je veux vous prendre un exemple. On ne peut pas l'extrader comme un simple bandit. Je suis d'accord. Oui. Je veux vous prendre un cas facile. Allez-y. On a piqué quelqu'un l'autre jour. On a piqué quelqu'un d'autre qui a un mandat. Lui, il n'était même pas dangereux. Il n'était pas dangereux pour son pays. Mais sous le prétexte qu'il est dangereux pour les États-Unis. Sous le prétexte qu'il est narcotrafiquant. Pourtant, le seul pays au monde où la loi reconnaît la consommation de la drogue et la vente de la drogue, c'est les États-Unis. Là-bas, ils ne sont pas des narcotrafiquants. On a pris un autre Manu Militari. Nous, on ne va pas arriver là. Mais je vous prends un exemple. Il y a une personne qui a créé la désolation au Cameroun. Il est entré au Nigeria. On l'appelle Ayou Tabé.
dans la crise anglophone, vous avez vu, oui. Avait-on pris 1 an pour le ramener au Cameroun? Avait-on pris 6 mois pour le ramener au Cameroun? Dès que le Nigeria, les preuves ont été établies, ils l'ont pris dans un hôtel, on a dit au Camerounais, le voici. Vous avez un homme qui est dangereux, c'est avéré, parce qu'on supputait encore ici lundi. Mais après la sortie du ministre de la Sécurité, ouais. Le commissaire divisionnaire Mamadou Sana, avec toutes les preuves, les communications, jusqu'à les montants d'argent qui ont été versés. Vous savez que les montants ont été versés. Vous savez qu'il a eu. On a même cité la Côte d'Ivoire. Oui, vous savez quand une communication officielle, mon frère Sangou, arrive à citer un pays, ça veut dire qu'on a toutes les preuves. Et la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, ne s'est pas prononcée. Parce qu'on attend qu'il se prononce. Dès qu'il nie, on active l'autre bouton. Oui, mais on a dit, venant de la Côte d'Ivoire, on n'a pas dit précisément par quel canal. On a dit que l'argent a circulé là-bas. Que font les services de renseignement ivoiriens quand un agent, n'est-ce pas, à des fins de déstabilisation circule par votre pays? C'est très grave. Mon frère Sango comprend ce que je suis en train de dire. Ngede, nous sommes des internationaux, nous manipulons les relations internationales. Je vous dis, c'est très grave. Ça veut dire que vous êtes complices. Tout ce qu'on... Si vous n'avez pas été au croissant, si vous n'avez pas les preuves que cet agent était, vous sortez pour dire que vraiment l'affaire là est passée par nous, mais on ne savait pas. Nous, on a cru, on a négligé et tout. Mais quand vous restez tranquille, pourtant hier, on voyait la Côte d'Ivoire qui s'agitait, il sortait, nous, on ne connaît pas ceci. Ça veut dire que M. Damiba est dangereux. On n'a pas besoin de midi à 14 h pour le livrer au Burkina Faso. Si on ne livre pas, tout le monde panafricaniste sait que le Togo joue le mauvais jeu. Et il n'y a pas de panafricanisme au Togo. En réalité, il cache quelqu'un qui est dangereux pour la stabilité de l'AES, pour la stabilité de l'Afrique. Donc, on doit l'extrader à tout prix. Alors, Nabaloum... On n'a pas besoin de demander son extradition. Si je sais, Dr Sango, dans notre tradition, si je sais que le fils qui est chez moi est dangereux, je n'ai pas besoin de demander ton avis. Je t'appelle, je dis, mon frère, voici notre fils là. Et j'avertis déjà l'autre que ne le laissez pas arriver là-bas. Ça, c'est pour le bien de notre fils. Donc, on n'a pas besoin que le Burkina, n'est-ce pas, demande son extradition. Il est dangereux. Pourquoi? Parce que, comme il est dangereux pour le Burkina, il peut être également dangereux pour le Togo, lui qui n'est pas stable. Il faut le dire, que le Togo a frôlé plusieurs fois les mouvements de la rue, les révolutions. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez ce qui se passe au Togo. Donc, il faudrait que M. Eyadema, qui est au Togo, sache que un dangereux est dangereux pour toute la famille, donc pour tout le monde, pour toute l'Afrique. Voilà. Il faut le remettre au Burkina. Remettons les codes d'accent, feront un petit tour au standard avec le concours de la réalisation. Je pense qu'il y en a qui souhaitent forcément intervenir sur ces thématiques, deux principales thématiques ce soir, parlant justement du pétrole vénézuélien qui sera désormais commercialisé par les États-Unis. L'annonce a été faite par le ministère américain de l'énergie. Et bien sûr, l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba qui préoccupe plus d'un. Nabaloum Abdoulaye, la présidence du FASO avait pourtant annoncé en 2024 des pourparlers entamés avec la partie togolaise. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier pour vous le fait que nous soyons encore là, 2 ans plus tard, à parler de cette éventuelle extradition, alors que le concerné, lui, ne cesse de multiplier dans des tentatives de déstabilisation des institutions de l'État. Nabaloum. Alors, de mon point de vue, je pense que le Togo, comme à l'accoutumée, a été un pays de base arrière pour un certain nombre d'acteurs politiques qui ont eu des difficultés dans leur pays. Et c'est vrai que le Togo, de par son ouverture à la mer, a eu été d'un apport, et toujours d'un apport important pour les pays de l'AES. Mais cette complicité ne peut pas continuer dans la mesure où cette situation met en danger effectivement le Burkina Faso, un membre de l'AES.
Donc, je pense que c'est une question qui se veut être traitée diplomatiquement, si je peux dire ainsi, parce que le Togo joue sur la diplomatie et il appartient effectivement à nos autorités de renforcer et persister sur leur volonté effective qu'ils puissent être extradés. Et effectivement, en son temps, il avait été question même qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on avait cru comprendre. Et malheureusement, il est toujours au Togo. Et c'est du Togo toujours que on relève une énième fois cette tentative-là. Je pense que c'est cette voie diplomatique-là que je peux circoncier cette action des autorités togolaises. Et c'est pourquoi les autorités burkinabées, au-delà des annonces, montrent avec preuve à l'appui, parce que cette fois-ci, ce n'est pas que c'est de simples annonces ou des déclarations, c'est des preuves à l'appui. Et les témoins qui ont été saisis qui ont été arrêtés, dans cette situation, ils racontent avec les preuves à l'appui. Donc, les faits sont établis de son implication et de toute la bande qu'il a organisée. Et si j'ai bonne souvenance d'une des déclarations de Béhanzin Egoutier, l'activiste togolais, il avait même cité des hauts responsables togolais qui étaient informés de ces différentes actions de déstabilisation, et il avait indiqué vraiment son désarroi et vraiment son mécontentement des autorités burkinabées qui n'ont pas beaucoup insisté et dénoncé l'implication des autorités togolaises face à cette situation. Nous, on exhorte effectivement que davantage on renforce au-delà de la diplomatie, on hausse un peu le ton, parce que nous sommes dans un tournant assez déterminant au regard de la géopolitique sous-régionale actuellement. Il serait indélicat que le Togo, dont les pays de l'AES ont vraiment, au regard des événements, montrent quand même une certaine solidarité. Il ne devrait pas encore permettre que de telles situations se produisent sur leur espace. Ça pourrait ternir davantage les relations, alors que nous avons souhaité que l'espace AES s'agrandisse avec d'autres nations, mais tel que présenté, le Togo en tout cas ne présage pas, ne montre pas un visage qui puisse, en tout cas nos populations, accepter une quelconque, pas une adhésion, mais en tout cas une ouverture vers le Togo. Ça, c'est un élément qui montre que la sincérité dont Dr Essoussé disait tantôt, c'est dire que le panafricanisme tant vanté par les autorités togolaises s'avère comme être un papier en tigre, en tout cas de notre point de vue. Donc nous insistons toujours à ce que les autorités renforcent ou en tout cas redonnent, haussent la voix vis-à-vis des autorités togolaises, afin que quelque chose puisse être fait pour qu'on ne nous revienne pas encore pour citer une dernière fois son implication, ou en tout cas une tentative dont son nom pourrait sortir. Véritablement, ce serait très regrettable. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye, merci au docteur Sango, tout comme à vous, docteur Essoussé. On se donne rendez-vous demain vendredi. Merci à l'équipe technique conduite bien sûr par Mbok ce soir, et à tous nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Portez-vous bien.